Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter donc, les conférencières d'aujourd'hui avec qui on aura une très belle discussion, je l'espère. Donc, premièrement, Hélène Pelletier, conseillère en stratégie et recherche d'emploi et nouvellement au Master Career Coach à la faculté de gestion des hôtels de l'Université McGill. Donc, elle a 15 ans d'expérience dans le coaching et le développement professionnel, donc plus de 4 ans à HEC Montréal et Polytechnique Montréal. Donc, elle aide les étudiants à percer les marchés de l'emploi, donc dans ces marchés-là les plus compétitifs et les plus innovants. Ensuite, Amanda Arserio, qui est avec nous, qui est la cofondatrice et vice-présidente actuelle des opérations d'Érudit. Donc, elle est titulaire d'une maîtrise en relations industrielles avec 9 ans d'expérience en gestion des ressources humaines. Donc, ses principaux mandats l'ont orienté vers la réingénierie et le contrôle de qualité des processus industriels et le recrutement d'entreprises. Elle a assuré aussi le leadership de différents projets stratégiques de technologie RH dans le cadre de transformation organisationnelle. Donc, elle est tout indiquée également pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, bonjour à vous deux. Je vous poserai une petite question en entrée de jeu, peut-être Amanda, pour briser la glace. En fait, la question qui se pose chez beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder finalement quand on applique pour un poste et comment on peut analyser une description de poste. Finalement, comment déterminer ce que recherche vraiment l'entreprise à partir d'une description de poste finalement. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui d'entrée de jeu. Pour répondre à la question, en fait, toutes les réponses sont souvent sur le site web de l'entreprise, tout simplement. Donc, prenez le temps vraiment de vous familiariser avec l'entreprise en question. Peut-être aussi la suivre sur LinkedIn, voir les récentes nouvelles, se familiariser un peu avec le contexte, leur culture aussi, leurs valeurs. Ça, prime abord, c'est tout le temps quelque chose que je vais recommander. Puis, ensuite, toutes les réponses sont dans la description de poste. Fait que portez attention à la section à propos. Regardez aussi si vous êtes en mesure de faire des liens par rapport à la description des responsabilités et votre expérience personnelle, qu'elle soit académique ou professionnelle. Familiarisez-vous avec les responsabilités. Portez attention aussi au niveau des compétences. Et que ça se peut que vous n'ayez pas toutes les compétences requises ou demandées, mais essayez d'établir des liens de corrélation ou de démontrer que c'est peut-être pas quelque chose que vous maîtrisez, mais que c'est quelque chose qui vous passionne et que vous aimeriez développer. Donc, vraiment, s'aligner avec tout le contenu là, finalement qu'on a dans la description de poste. Puis plus tard aussi, ce qu'on va voir, c'est différents types de CV. Ce n'est pas anormal pour des gens d'avoir différents types de CV, tout dépendamment là, du type de poste que vous recherchez. Fait que si on est quelqu'un avec peut-être plusieurs années d'expérience, avec une réorientation de carrière, par exemple, on s'enligne plus pour un poste en gestion ou un poste de spécialiste. Mais des fois, c'est bien d'avoir les deux types de CV. Un, pour peut-être mettre plus en valeur ses compétences comme gestionnaire, leadership, etc. Puis de l'autre côté, pour un poste peut-être plus spécialiste, bien, mettre de l'avant ces compétences-là aussi. Donc, je dirais que somme toute, les réponses sont souvent devant nous. Il faut juste prendre le temps de regarder et bien chercher. Effectivement, oui, peut-être que toutes les réponses sont déjà devant nous. Il faut simplement réussir à les voir et à les observer. Juste vous mentionner qu'il y aura une période de questions à la fin de cet entretien-là. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Je pourrais les relayer à nos panélistes aujourd'hui, puis n'hésitez pas à les poser dans la langue de votre choix. Nos deux panélistes sont prêts aussi et prêts à répondre aux questions en anglais s'il y en a, si vous le souhaitez. Est-ce que, Hélène, tu as quelque chose à compléter sur cette question épineuse de comment, finalement, fouiller une description de poste puis voir à travers ce que recherche finalement l'entreprise? Oui, bien, merci. Bien, dans le même ordre d'idée avec Amanda. Puis, bien, merci pour l'invitation aussi aujourd'hui ici.
Ben moi, dans le fond, dans ma pratique, je travaille beaucoup avec les étudiants. Donc, souvent, du côté de l'étudiant, on voit tellement de postes qui se ressemblent, fait qu'on ne sait pas comment vraiment faire la différence. Fait que c'est plus ça que je vais apporter comme information. Dans le fond, souvent, je vais proposer à l'étudiant de mettre une étiquette sur chacune des phrases dans l'offre pour essayer de voir de quoi parle cette phrase-là. Donc, dans le sens où c'est pour ça qu'on va dans un poste dans la consultation, qui va, consultation soit AI ou consultation at large, il va y avoir beaucoup de termes qui vont parler des différents secteurs industriels avec lesquels on va travailler et aussi beaucoup de termes qui vont parler des spécialisations. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui va plus travailler dans la gestion des opérations, là, je dirais Global Supply Chain? Je vais avoir quelques mots anglophones qui vont me sortir parce que je parlais en anglais ce matin, là, fait que mon English brain is creeping up on me. Fait que je vais essayer de rester en français. Fait que dans le fond, l'idée de base, c'est de savoir c'est quoi la spécialisation qui est la plus demandée. Est-ce que c'est vraiment un contexte où on travaille plus en marketing, plus en gestion des opérations? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Hein? Comme dans la consultation, il y aurait un peu de tout. Dans d'autres domaines, ce serait plus spécifique. Fait que vraiment d'essayer de voir, d'étiqueter chacune des phrases pour essayer d'évaluer aussi le niveau de maturité de l'entreprise. C'est-à-dire que dans le passé, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages dans plein d'entreprises. Puis des fois, je vois une entreprise qui a pris 1, 2, 5, 8 stagiaires et le 8e stagiaire ne fait pas ce que le premier stagiaire a fait. Le premier stagiaire qui est arrivé, le niveau de la maturité de l'entreprise par rapport aux sciences de données était très faible. Souvent, c'était vraiment nettoyer les données puis vraiment établir avec l'entreprise une façon de s'assurer que les données soient valables, viables et valorisables, si on veut. Puis, des fois, le 8e stagiaire qui est allé dans cette entreprise-là, il développe des modèles plus prescriptifs à partir de données pré-structurées ou non structurées. Fait que des fois, dans le poste, on peut voir un différent degré de maturité par rapport à la demande. On peut voir si c'est plus ce qu'on appelle du data vis, tout ce qui est visualisation, Power BI, beaucoup plus que d'autres postes qui auraient un côté plus ingénierie des données, si on veut, plus tout ce qui est performance de l'ETL ou bien tout le data warehouse. Fait que je pense que chacune des phrases d'un poste peut être étiquetée pour juste voir qu'est-ce que c'est ce poste-là, qu'est-ce qui m'interpelle, puis est-ce que moi, ça m'intéresse de travailler là-dedans? C'est-à-dire que j'ai vu des étudiants dans le passé qui étaient beaucoup plus intéressés vers le côté relation client, aller chercher les demandes ou les exigences des différents départements ou des différentes parties prenantes, ou bien tout ce qui est avec client, consultation, faire des choses qui sont réplicables pour un client versus un autre. On a parlé de stratégie d'affaires tout à l'heure, de secteur industriel, maturité. Fait que je pense que tout ça est à regarder. Fait que première étape, je pense, ça serait essayer d'étiqueter. C'est pas facile au début. Dans le fond, ça prend de la pratique. L'idée de base, c'est juste de prendre un poste et de dire, OK, moi, je mettrais ça dans quelle catégorie? Qu'est-ce que l'employeur essaie de me raconter avec ça? Puis ensuite de ça, une autre stratégie, c'est de faire un tableau. Un tableau où est-ce qu'on va peut-être noter tous les verbes. Ça a l'air un peu bizarre, mais quand je regarde une phrase marquée « contribuer à », modéliser ou bien participer à, je fais toujours la blague. Moi, ma fille de 13 ans, elle participe à la vaisselle, elle ne fait pas beaucoup de choses, tandis que si elle fait la vaisselle, elle la fait. Fait que dans le fond, j'essaierai de voir aussi dans l'offre d'emploi, est-ce que la façon que le poste est écrit, est-ce que c'est toujours participer, contribuer, est-ce qu'il y a comme une espèce de coussin avant le vrai verbe, ou bien est-ce qu'on rentre directement dans modéliser, analyser, concevoir, développer, analyser? Est-ce qu'on voit l'importance du rôle des fois juste avec la façon dont sont écrites les phrases de ce côté-là? Fait que je commencerai à faire une grille avec, OK, c'est quoi les verbes qui sont là? C'est quoi les méthodologies, les modèles qui sont utilisés? C'est quoi les logiciels? C'est quoi les mots-clés qui sont les plus utilisés, comme je disais tout à l'heure? Raison prédictive, explicative, prescriptive, est-ce que la recherche opérationnelle, est-ce que c'est des stratégies commerciales, est-ce que c'est plus marketing? C'est ces mots-clés-là pour essayer d'avoir une vision globale du poste. Je parle beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment la première chose que les étudiants n'arrivent pas à faire en général parce qu'ils se ressemblent tous d'un certain point de vue. Dans le fond, pas du tout. Fait que c'est un peu cette approche-là que j'aimerais apporter aux étudiants pour qu'on voit la différence et qu'on puisse évaluer les postes, puis de pouvoir se projeter après ça avec son CV par rapport à l'offre en tant que telle. Ça serait complet. Voilà. Oui, merci beaucoup, Hélène. Parlons-en justement du CV, parlons-en de la page LinkedIn qui est de plus en plus importante dans le milieu professionnel. Il y a souvent dans
dans le CV ou dans le profil LinkedIn un petit paragraphe de profil, finalement. Donc, qui décrit un peu nos expériences, qui décrit un peu qui on est, qu'est-ce qu'on espère au niveau de l'emploi. J'aurais envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on retrouve finalement, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ce fameux profil? Quels éléments on devrait privilégier finalement? Peut-être, Hélène, si tu peux élaborer là-dessus en premier lieu. Tout à fait, bien merci. Bien, dans le fond, ça va un peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après avoir fait l'analyse du poste, bien, la première partie du CV, c'est un peu votre vente par rapport à ce poste-là. Moi, je vois toujours le CV comme étant deux parties, puis j'ai hâte d'avoir, Amanda, comment tu le vois, parce on est ici vraiment pour se compléter pour vous. Fait que pour moi, le CV, il y a vraiment deux parties. La partie profil qui est comme votre vente ou sommaire, si on veut, puis l'autre partie qui est la preuve de ce que vous avez vendu. Puis moi, je me dis, la partie profil, c'est votre vente. Donc, il faut montrer à l'employeur que vous avez compris le poste, compris en anglais, je dirais les pain points. Vous avez compris les enjeux et les demandes du poste. Je donne un exemple. Supposons qu'on était tous dans une classe aujourd'hui en présentiel, puis on prenait une photo, hein, puis on était tous les 25 ou 80 ou je ne sais pas combien sur la photo. Mon premier réflexe, quand Alexandre, tu me présenterais la photo, c'est de voir où est-ce que je suis, puis est-ce que je souris, est-ce que je me présente bien. Bien, la même chose, je pense, l'employeur, il veut savoir, quand il regarde votre CV, est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il peut se voir à travers votre CV? Est-ce qu'il y a un lien? Et dans le fond, je pense que les employeurs se cherchent à travers votre CV à savoir s'il y a une cohérence. Donc, pour moi, le profil est super important. Puis le profil, votre expérience, puis si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, c'est compétences en, puis là, d'écrire qu'est-ce que le poste a besoin. Si vous avez les compétences, vous l'avez fait dans vos cours. Donc, c'est là de l'écrire. Oui, c'est un élément justement qui peut être assez difficile pour certains qui sont encore aux études de voir le côté études égale expérience. C'est un enjeu qu'on pourra soulever dans quelques minutes. Amanda, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette thématique-là? Mais je te dirais que je suis pas mal alignée avec les propos d'Hélène, dans la mesure où le profil, là, en fait, on a tous notre vision et nos croyances par rapport à ça. Mais pour moi, le profil, c'est très, très, très important. C'est la première chose qu'on voit, tout simplement. Puis les recruteurs d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, on est tous dans le même contexte là, présentement. Du recrutement. On en parle à la radio tous les jours, pénurie. Donc, c'est vraiment la course au talent, ce qui fait en sorte que les recruteurs, ils passent beaucoup de candidatures. Il y a beaucoup de candidatures qui leur passent dans les mains. Et puis, la première chose qu'on voit, effectivement, c'est le profil. Donc, c'est important vraiment de bien se mettre en valeur. Faites attention aux fautes d'orthographe. C'est nono, mais des fois, ça peut vraiment venir faire la différence. Mettez des vraies informations. Essayez le plus possible de faire des liens de corrélation avec le poste en tant que tel. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour parler de soi. Donc, oui, les compétences, oui, les expériences, mais aussi parler des aspirations. Et ça, je pense que c'est très important. De plus en plus, les organisations, puis c'était pas comme ça il y a 10 ans, investissent dans leur gens, le développement professionnel. Puis c'est une question qu'on pose vraiment en entrevue. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans, dans 5 ans? C'est quoi ton objectif? Fait que des fois, on va chercher des juniors pour faire tel type de tâches, mais l'objectif, c'est de les faire grandir dans l'entreprise. Donc, si on voit que le stagiaire ou le jeune professionnel vraiment illustre et communique ses aspirations, mais je pense qu'on a plus de chances de tomber sur un employeur qui va nous rendre heureux et vraiment être aligné avec la vision qu'on a là, par rapport à son développement professionnel. Donc, à ne pas négliger, c'est 3-4 phrases. Essayez de rendre ces phrases-là punchées, réelles, que ça vous reflète vraiment. Puis n'hésitez pas à communiquer vos aspirations. De ce qu'on comprend, c'est que ce profil-là n'a pas à être un résumé finalement de votre CV qui suivra de toute façon. C'est vraiment plus de vous montrer en quoi vous fuiteriez finalement dans cette entreprise-là, quelles sont vos aspirations, de ce que je comprends. C'est bien ça? Je pense que c'est personnel à chaque entreprise, à chaque recruteur. Le CV, on l'a, on voit les compétences, vous allez parler de vos projets. Le profil, c'est la section vente, la section plus personnelle.
Et que de dire Amanda est une professionnelle X, Y, Z, OK, mais Amanda est passionnée par, etc., etc., elle aspire à, etc., etc. Mais je pense que ça humanise vraiment la personne derrière le CV. Donc, c'est ma recommandation. Merci. Hélène, tu avais quelque chose à rajouter? Oui, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Amanda, parce que dans le fond, ce qu'on parle peu, puis ce que tu apportes, c'est vraiment l'alignement avec la mission. Tu sais, on pense que, OK, ben, je postule avec mon CV aujourd'hui pour le poste qui est affiché là aujourd'hui, mais derrière les yeux des RH, comment tu vas te développer dans le poste. Apparemment qu'avant, on utilisait fit comme expression. Maintenant, ça a été changé pour mission alignment, donc alignement avec la mission d'organisme ou de l'entreprise. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui peut ressortir dans le profil. Puis je trouve ça fun que tu mentionnes. C'est quelque chose qu'on oublie souvent à mettre de l'avant. Tu sais. Très d'accord. Oui, j'ai une petite question annexe à tout ça. On est à Ivado, donc Institut de valorisation des données, beaucoup de reconnaissance de textes automatiques, ce genre de choses-là. À quel point les mots-clés sont importants dans ce profil-là? À quel point ça a besoin d'être calqué sur les mots-clés de l'offre d'emploi, par exemple? Est-ce que c'est une nécessité ou il y a vraiment un aspect très personnel, finalement, dans le profil qui doit vraiment être mis de l'avant, finalement? À quel point c'est étendu, finalement, cette reconnaissance-là des mots-clés dans les entreprises, qu'ils soient petites ou grandes, s'il y a une différence entre les deux? Peut-être Amanda? Encore une fois, je pense que c'est une question personnelle. À mon sens, à moi, dans le profil d'un CV, là, on a une section compétences, on a une section description des expériences professionnelles antérieures, date de début, date de fin. D'ailleurs, ne laissez pas cette section vide, là, mettez de la chair autour de l'os. Puis elle est là l'opportunité pour aller mettre des mots-clés, pour ressortir dans les recherches booléennes, ATS et ainsi de suite. Donc, à mon sens, à moi, exploiter ces autres sections-là du CV pour venir mettre des mots-clés. Mais le profil, si vous mettez trop de mots-clés, puis c'est drôle parce que je fais du recrutement présentement avec mon directeur de la technologie, puis quand le sommaire il est trop épais, trop gros, avec trop de mots-clés, il me dit « j'aime pas ça ». J'aime pas ça, je trouve que c'est fichi, on dirait que la personne allait essayer de mettre le plus de mots-clés possible, je fais pas confiance au profil. Fait que c'est même que chez nous, en tout cas, ça vient déclencher un effet pervers, là, finalement. Donc, le profil, vraiment, I stand by what I said. Restez fidèle à vous-même. Présentez-vous comme personne, présentez vos aspirations professionnelles. Il y a d'autres sections que vous pouvez exploiter là, pour maximiser les mots-clés. Parfait. Merci. On va revenir à justement la discussion qu'on avait tout à l'heure en lien avec la reconnaissance finalement de votre expérience professionnelle, même si vous n'en avez pas nécessairement en milieu de travail, en milieu industriel, en tant qu'étudiant ou étudiante. La question qui se pose régulièrement finalement est la suivante. Comment on peut mettre finalement efficacement ces réalisations, ces implications de l'avant, particulièrement justement quand notre expérience professionnelle se résume à souvent des projets universitaires ou des stages, des implications étudiantes, par exemple dans des associations étudiantes, des courts-stages. Je ne sais pas si, Hélène, tu aurais quelques petits trucs et astuces pour les personnes qui sont là aujourd'hui pour se mettre justement en valeur dans cette situation. Oui, justement, bien, au fait, je pense que si on se rappelle d'une chose qui est logique, mais des fois, on n'y pense pas, c'est qu'un CV, ce n'est pas pour avoir un emploi. Un CV, c'est pour avoir un appel. Un CV, c'est pour avoir un appel qui va nous donner une entrevue. Fait dans le fond, on veut aller chercher cette première partie-là, cette première rencontre-là. Puis, tu sais, autant qu'on parlait de mots-clés, tout à l'heure, autant qu'on parle de ça, dans le fond, ce qui est important, oui, il y a des systèmes ATS, fait que faut tenir en compte qu'il y a des systèmes ATS qui vont peut-être filtrer le CV, puis que le plus de mots-clés qu'on met sur notre CV, le plus qu'on va rentrer. Donc, on veut mettre des mots-clés, évidemment, puis je vais vous montrer comment les mettre dans les projets, tout ça.
Mais c'est la façon de chercher un emploi aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste d'envoyer son CV puis d'espérer très, très fort. Hein. On peut aussi, on en parlait tout à l'heure, aller sur LinkedIn, rencontrer, connecter avec les bonnes personnes, leur demander de plus, qu'est-ce qui se passe dans leur entreprise pour justement être sûr que son CV il est bien conçu puis qu'il répond à l'offre. Je pense que ça, c'est super important de voir que ce n'est pas si statique, on peut faire plein de choses, que ce n'est pas les systèmes ATS qui régulent la vie, il y a des humains derrière ça. Fait que ça, je trouve ça important de vous le dire. L'autre chose aussi, c'est, je vais vous montrer comment les faire. L'autre chose aussi, c'est je pense que je vais partager l'écran si ça ne vous dérange pas parce que c'est difficile pour moi de l'expliquer sans vraiment partager l'écran. Alors, si vous me permettez, je vais faire ça comme ça. Donc, est-ce que vous voyez mon écran présentement? C'est en train de charger. Oui. Parfait, super. Donc, souvent, quand je vais dire aux étudiants, on veut avoir des images dans votre CV, on veut voir de quoi vous allez parler. Fait que si, dans le fond, supposons qu'on parle des projets que vous avez eus dans vos cours, même si c'est pas même si un projet qui a duré comme, disons, 5 semaines avec votre professeur qui vous a donné des données de Dixie, par exemple, dans le fond, ça serait le fun de le décrire pour que vous puissiez montrer vos compétences. Donc, si je parle d'une collision de bateau en février sur le fleuve Saint-Laurent, les gens vont peut-être voir une photo comme ça. On ne voit personne en bikini, hein? On voit plutôt des bateaux avec de la neige. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est avec jaune, vert, bleu, on a une image directe de qu'est-ce que vous avez fait, on ne se casse pas la tête. Donc, je propose aux étudiants d'écrire le titre des projets qu'ils ont faits d'une façon explicite pour qu'on puisse tout de suite déduire, qu'on ne soit pas obligé de lire tous les projets que vous avez faits, mais juste avec le titre du projet, on peut voir ce que vous avez fait. Fait que dans le même ordre d'idée, conception et développement d'une base de données en langage SQL afin d'évaluer le comportement des consommateurs pour le développement des meilleures campagnes marketing dans une entreprise immobilière, supposons qu'on ne peut pas donner le nom de l'entreprise, c'est une façon de décrire le projet dans lequel vous avez travaillé, que vous avez fait dans vos cours, avec cette méthode jaune, vert, bleu, où est-ce qu'on va chercher des éléments qui sont intéressants. Maintenant, la plupart des entreprises ont des stratégies d'affaires assez compréhensibles par rapport à ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent réduire les coûts? Est-ce qu'ils veulent évaluer les comportements des consommateurs? Est-ce qu'ils veulent refaire leur stratégie marketing? Fait dans le fond, la partie verte est assez importante pour essayer de mettre un lien dans tout ça. Parce que souvent, dans les cours universitaires, ce que j'entends des étudiants, bien sûr, c'est OK, on a fait un projet de modélisation SQL. Mais OK, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui pourrait être transférable à l'entreprise pour que justement, ça soit intéressant à l'entrevue? De dire OK, pourquoi vous avez fait ça? Comment vous l'avez fait? Puis de voir comme un peu ce côté-là. Donc, si je reviens à cette diapo-là, dans la façon d'écrire, autrement dit, si j'ai modèle A, modèle B, le modèle A, c'est justement l'étudiant qui a eu un projet à faire parce qu'il y a l'analyse et modélisation des voyages des utilisateurs de Bixi, qui est un contre-exemple. C'est-à-dire qu'ici, moi, si je suis une autre entreprise, je ne travaille pas avec les vélos nécessairement, etc., ça ne m'intéresse pas tant, ça ne me dit pas assez d'informations pour que je puisse m'intéresser beaucoup au projet, versus la version B, qui est le même projet, juste décrit d'une façon à ce qu'on voit la transférabilité du projet. Donc, analyse des prédictions de comportement des clients, ce que plusieurs entreprises veulent, sur Python. Donc, là, on a le mot-clé Python qui est dans notre banque de mots-clés pour améliorer les processus ainsi que l'application des ressources de l'entreprise. Fait qu'on voit le côté spécialisation. Est-ce que c'était plus gestion des opérations, marketing, etc. Puis accroître la satisfaction des clients. Fait qu'on peut jouer avec ça. Dans le fond, c'est la finalité du projet qu'on a fait qui est plus mis en valeur. Puis ensuite de ça, c'est de décrire les projets qu'on a fait comme un emploi. On voit que c'est dans la section projet universitaire, hein, on n'a pas menti, c'est dans la section projet universitaire en, supposons, sciences des données. Puis ensuite de ça, dans nos tâches qu'on décrit, on va toujours chercher un côté de so what, afin que, ou de sorte que, pour aller chercher le côté, encore une fois, transférabilité par rapport à ce qu'a besoin l'entreprise. Fait que ça, c'est une façon que je propose d'écrire les projets qu'on fait dans ces cours ou les projets GitHub ou autres ou n'importe quoi pour que l'entreprise puisse voir qu'est-ce que vous avez fait vraiment puis que l'entrevue soit plus intéressante finalement. Fait que, puis je suis ouverte à toute autre idée, mais dans le fond, moi, c'est un peu ma façon d'essayer de cadrer ces questionnements-là pour que ça soit assez simple. Vous me direz si vous trouvez ça compliqué. Oui, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat ou si vous avez des questions,
Et n'hésitez pas aussi à les poser en cours de route, même si on aura une période de questions par la suite. Sachez aussi que l'événement sera enregistré là, donc vous pourrez le partager aussi, puis prendre si vous avez des notes à prendre aussi, ça sera possible de le faire sur la chaîne YouTube d'Ivado dans les prochains jours, prochaines semaines, quand ça sera disponible. Amanda, est-ce que tu veux compléter sur cet élément-là, finalement? Donc, comment on peut finalement mettre en valeur nos projets de recherche universitaires, nos petits stages qu'on pourrait avoir, qui sont en lien de près ou de loin, finalement, avec l'offre à laquelle on applique? En fait, encore une fois, c'est plate, là, mais encore une fois, je suis vraiment alignée avec Hélène. C'est super pertinent, là, finalement, de mettre un petit résumé là, des projets sur lesquels on a travaillé. Comme j'ai dit tantôt, les recruteurs, ils passent des centaines et des centaines de CV dans une semaine. Donc, juste le fait d'avoir des images comme ça fait en sorte qu'on reste marqué un peu dans la tête du recruteur. Donc, oui, les titres, là, encore une fois, c'est très personnel, là, mais oui, les titres de projet, mais moi, quand il y a des images et de la couleur, veux pas, on s'en rappelle davantage. Donc, je pense que ça, c'est une excellente approche. Ensuite, on a parlé aussi de publier ou d'ajouter le lien GitHub, là, par exemple, au CV, à son CV. Nous, même quand il s'agit d'embaucher des développeurs plus seniors, c'est quelque chose qu'on demande tout le temps. Et qu'on veut tout le temps avoir accès à ça. Il y a de plus en plus de recruteurs aussi qui se tournent vers GitHub pour faire leur recrutement, carrément. Donc, plus vous avez de followers, par exemple, bon, plus ça veut dire que vous publiez des choses pertinentes. Puis ça attire l'attention des recruteurs. Nous, on source sur GitHub directement maintenant. De plus en plus d'entreprises vont le faire aussi dans le futur. Donc, n'hésitez pas vraiment là, à publier votre contenu sur ce type de plateforme. Deuxièmement, ce que j'ai vu aussi, puis ce que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, c'est les jeunes professionnels qui ont des projets personnels. Et pas juste les projets académiques, mais vos projets personnels. J'avais quelqu'un qui avait parti une plateforme de streaming pour aider les joueurs de jeux vidéo à avoir accès aux cheats, etc., etc. Là, donc, moi, je suis pas très jeux vidéo. Mais bref, il y avait quand même quelque chose comme 10 000 visites par mois sur sa plateforme. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant parce que c'est quelqu'un qui démontrait vraiment de l'entrepreneuriat, d'autonomie, etc., etc. J'ai trouvé ça fantastique. Puis moi, ça a vraiment été un élément coup de cœur pour moi, finalement. Fait que si vous avez des projets personnels comme ça aussi, n'hésitez pas à les mettre de l'avant. Je pense que ça démontre un caractère unique. Ça montre aussi un côté de votre personnalité. Puis de plus en plus d'employeurs là, qui recherchent ça également. Puis dernière chose aussi, quand vous affichez ou vous parlez d'un projet que vous avez fait sur votre CV, de mon côté, là, c'est pas rare que je demande de voir le projet que tu as fait. Donc, parfait, montre-moi ton écran, je veux voir ton projet personnel, je veux voir la plateforme, je veux voir le code, je veux voir ci, je veux voir ça, explique-moi-le. Donc, moi, je suis une personne plus RH. Donc, c'est pas juste d'avoir fait le code, mais c'est d'être capable de le vulgariser puis d'expliquer le projet en soi. Ça, c'est une qualité qu'on recherche de plus en plus aussi là, au niveau de la communication. Donc, soyez préparés à ça. Autrement dit, si vous avez fait un projet, assurez-vous que vous l'avez fait pour vrai aussi, le projet, parce qu'on en a vu des dossiers comme ça. Donc, ouais, je vais juste rebondir, je vais te passer la parole ensuite, Hélène. J'aime bien l'idée des projets personnels parce qu'effectivement, au-delà d'une expérience dans le cadre d'un cours ou d'un stage, ça parle vraiment, ça montre qui vous êtes finalement, qu'est-ce qui vous passionne, puis quand vous allez en parler éventuellement en entrevue, on va sûrement le voir aussi, là, qu'il y a un élément de passion, qu'il y a un élément, je fais plus que ce qu'on me demande dans le cadre de mes cours parce que je suis passionné par quelque chose qui est relié à l'emploi. Donc, je pense que pour l'employeur, ça peut être très intéressant d'avoir ce supplément-là, effectivement. Oui, Hélène, si tu voulais compléter. Oui, mais dans le même ordre d'idée, Amanda, je trouve ça intéressant ce que tu amènes. Souvent, les étudiants, ils vont dire, oui, mais j'ai fait le projet en équipe, donc qu'est-ce que j'écris, tu sais? Donc, dans le fond, moi, je dis aux étudiants d'écrire la partie qu'ils ont fait, eux, dans le projet d'équipe.
parce que c'est ça qu'ils vont pouvoir justement prouver. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant que tu l'apportes. Puis, ben, tu sais, je veux dire, sauf un marathon qu'on court tout seul, mais avec d'autres personnes à côté, il n'y a pas grand-chose qu'on fait dans le milieu du travail aussi tout seul. Hein? Fait que faut se souvenir aussi que mais si dans mon projet d'équipe en AI, dans un cours, ben, j'ai été la personne qui a fait l'analyse de X, Y, Z, ben, dans un emploi, ben, je ne vais pas travailler tout seul non plus. Fait qu'on ne s'attend pas à ce que vous ayez nécessairement tout fait tout seul, mais encore là, tu sais, ce que tu dis, Amanda, si vous avez fait des travaux tout seul ou des projets tout seul, ça montre beaucoup, beaucoup d'initiatives, l'entrepreneuriat, le côté de curiosité. Fait que c'est vraiment bien. Je trouve ça intéressant de pouvoir annoter ça aussi dans votre CV, de voir qu'est-ce que vous avez fait en équipe, qu'est-ce que vous avez fait seul. Comme ça, les employeurs peuvent facilement vous poser des questions puis aller plus en profondeur. Ouais. Génial, merci beaucoup. On parlait tout à l'heure de la notion de followers sur GitHub, mais donc, le titre de l'atelier s'appelle aussi d'améliorer votre CV, mais aussi votre page LinkedIn. LinkedIn qui est remplie justement de notions de followers et d'interaction numérique. Peut-être, Hélène, commencer là-dessus. Quelles seraient finalement vos principales recommandations sur LinkedIn particulièrement? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre finalement en priorité? Est-ce qu'on devrait justement s'abonner à toutes les pages, à tous les contacts qu'on voit plus ou moins reliés avec le plan d'emploi qu'on désirait obtenir finalement? Même la notion de LinkedIn Premium qu'on voit un petit peu partout, est-ce que c'est vraiment pertinent tout ça? Bon, ça fait beaucoup d'informations peut-être à répondre sur une seule réponse, mais on va essayer d'y aller peut-être justement à deux là, avec Hélène et Amanda. Quelle serait ta position, Hélène, sur LinkedIn et l'approche que nos étudiantes aujourd'hui devraient privilégier? Oui, c'est une bonne question. Je pense que, disons qu'on divise la question en deux, qu'on parle au début de followers, puis de tout ça, puis après ça, peut-être du profil en tant que tel. Si on commence avec la première partie, oui, peut-être que dans votre cours, vous avez 80 autres personnes qui sont en compétition avec vous, avec un poste, sauf que la minute qu'on gradue, on n'est plus en compétition nécessairement, puis on veut vous connaître. Fait que dans le fond, mon premier conseil, c'est de vous connecter avec toutes les personnes qui sont dans votre classe, qui vous aiment, tout ça, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être. S'ils obtiennent un poste avant vous, ils vont pouvoir vous aider. Fait que la minute qu'on a le poste, ben, on n'est plus en compétition, fait qu'il y a une entraide qui est possible. Puis de connecter avec tous les étudiants qui ont gradué avant vous. Donc, il y a une façon de pouvoir aller facilement sur, si vous êtes à HEC, bien, vous allez sur HEC, vous allez chercher anciens étudiants. Il me semble qu'il y avait une version anciens élèves ou alumni en anglais, bref. Puis de connecter avec les étudiants qui ont gradué, ils ont eu les mêmes profs que vous, ils ont fait les mêmes projets que vous ou similaires. Puis souvent, bien, étant donné qu'ils savent déjà votre skill set, bien, ils vont pouvoir vous recruter facilement. Fait que moi, je pense que la première chose, ça serait connecter avec tous les étudiants qui ont gradué du même programme que vous. Il y a rarement des gens qui refusent. Ils ne savent pas où est-ce que vous allez être plus tard ou qui va avoir besoin dans leur équipe. Fait que même si vous ne les connaissez pas, moi, je vous dis, ça, c'est la première chose à essayer de voir. Essayer de voir qu'est-ce qui est en commun avec cette personne-là. Donc, puis les ajouter, évidemment, quand on les ajoute, on ajoute une phrase « j'aimerais faire partie de votre réseau », etc. Pas juste le « add », mais malgré qu'il n'y a pas tant de choses à écrire dans cette situation-là quand vous connectez avec un ancien étudiant. La deuxième chose, pour les contacts, moi, Premium, je l'ai utilisé, oui, mais pour les étudiants, je trouve que c'est assez onéreux. Je pense que moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une liste des 40 entreprises qui vous intéressent. Donc, les 10 entreprises de rêve, 10 entreprises alumni, j'appelle des entreprises où il y a des étudiants qui travaillent déjà là-bas, etc. 10 entreprises start-up, donc que vous pourriez être intéressés, qui vont vous développer, puis 10 autres entreprises qui engagent présentement. Donc, on peut aller sur des sites, voir, OK, bien, supposons l'entreprise ABC, ils engagent, ils ont de l'argent présentement, ils sont dans le domaine. Fait qu'on se fait une liste de ces 40 entreprises-là, puis on prend Premium pendant un mois, le 1 mois gratuit d'essai, puis là, on contacte, on connecte avec les personnes qui sont les décideurs qui vont pouvoir nous embaucher plus tard. Puis après le 1 mois, bien là, on peut se déconnecter puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Évidemment, on fait tout ça après que son profil a été bien conçu parce qu'on veut connecter avec des personnes. Puis, si on me demande une connexion puis votre profil, je ne sais même pas ce que vous faites, j'aurai la difficulté à vous aider à connecter avec d'autres personnes. Hein. Fait qu'on fait son profil au départ. Fait que ce serait ça mes deux conseils. Les entreprises, profil, finalement, faites votre profil comme il faut. Ensuite, contactez toutes les alumni qui vous intéressent.
dans les secteurs qui vous intéressent, donc pas nécessairement tout le monde, mais vraiment de choisir. Puis, liste de clients d'entreprise, contacter les recruteurs ou les gestionnaires ou vos futurs gestionnaires dans ces entreprises-là. Puis ben, si après ça, Premium est trop onéreux pour vous, ben, moi, j'ai à peu près tout fait avec Premium sans le côté, je veux dire c'est opposé. J'ai à peu près tout fait avec LinkedIn sans le côté Premium, puis j'ai été capable de me débrouiller. Fait que si la facture pour vous est importante, laissez faire pour le moment, si vous êtes encore étudiant. De profiter de ce mois gratuit en étant bien préparé juste avant. Il y a aussi ce compte-là, administrateur LinkedIn, qui est plus pour la gestion des entreprises, qui est peut-être intéressant à démystifier. Je sais, Amanda, vous l'utilisez un petit peu plus chez vous. Est-ce qu'il y a moyen tout en répondant aussi s'il y a des éléments pour compléter justement la réponse d'Hélène, peut-être parler un peu de cet élément-là aussi pour que les participants, les participantes aujourd'hui aient une idée de ce qui se passe de l'autre côté du miroir, finalement. Oui, mais en fait, pour les étudiants, moi, je ne vois pas non plus la pertinence. Je vois pas la pertinence de se doter de la plateforme Premium. Vous pouvez connecter avec plein de gens sans avoir à payer l'abonnement. C'est vraiment plus, à mon sens, à moi, là, pour les entreprises qui font soit du B2B, donc des ventes, ou du recrutement. Parce que là, on veut aller chercher des masses et des masses et des masses de personnes et de données. Là, mais pour un étudiant, je ne vois pas vraiment la pertinence. De l'autre côté de la médaille, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très, très simple, en fait. C'est une vue. C'est la même vue que vous avez comme utilisateur normal, sauf beaucoup plus poussé, avec plus de filtres. Donc, c'est des recherches booléennes, des recherches de mots-clés. C'est pour ça que c'est important de mettre des mots-clés. Si je mets dans ma recherche, bon, à gauche, j'ai des filtres, puis là, je vais mettre différents types de titres, comme par exemple Junior Data Scientist, Intern Data Scientist. Fait que là, je mets toutes les variations imaginables que je peux penser. Fait que mettez-vous pas un titre Wizard of Data Scientist, vous n'allez pas sortir dans les recherches. Puis après ça, ben, je vais mettre les skill sets que je veux retrouver. Fait que ça, c'est dans la section du bas, là, compétences, que vous allez vraiment mettre les skill sets. Je pense pas que LinkedIn n'a pas l'air très, très fort là, dans l'extraction des mots, dans la description. Ça se passe vraiment plus dans les titres puis les compétences, fait que misez là-dessus. C'est important, par contre, quand vous sortez dans la recherche, le recruteur va avoir un petit bouton « More », puis après ça, on va voir un peu plus votre profil. Fait que mettez pas juste le titre de qu'est-ce que vous avez fait, ou si vous avez été stagiaire, bien, mettez une description de ce que vous avez fait, parce que si c'est juste date de début, date de fin, titre, c'est pas intéressant. Soyez regardant sur ça, mettez-vous une photo profil qui a de l'allure. Faites attention à ce que vous likez puis ce que vous commentez. Il y a un petit bouton activité, puis je peux aller voir tout ce que vous avez fait au cours des 90 derniers jours. Si vous likez des choses spécifiques contre mes valeurs ou quoi que ce soit, bien, ça peut peut-être jouer contre vous. Bien, même chose sur Facebook, etc. Là, on est personne, tout le monde, on regarde ça. L'autre point de recommandation que j'avais, puis là, je ne sais pas pourquoi l'idée m'échappe. Ah oui, ajouter les alumni, les amis, absolument. Ajouter les recruteurs. Tous les recruteurs. Si un recruteur vous aborde, ajoutez-le. Vous n'êtes même pas obligé de dire bonjour, ils vont vous accepter, c'est sûr et certain. Ajoutez toutes les grosses firmes de recrutement, les entreprises qui vous intéressent, au-delà de postuler sur le poste, ajoutez-les dans votre réseau parce que des fois, eux, ils font des recherches dans leur vie normale. LinkedIn, c'est comme un spider web. Les recruteurs, ils ont accès à la première, deuxième, troisième connexion. Si vous êtes dans la 4e ou 5e branche, mais vous ne sortirez pas dans les recherches. Fait qu'ajoutez les recruteurs. Puis à un moment donné, votre profil va devenir plus garni avec le temps, puis vous allez avoir ces gens-là dans votre réseau. Puis regardez certaines entreprises, surtout les plus grosses entreprises, il y a une pénurie de main-d'œuvre sur le marché. Donc, ils ouvrent de plus en plus des programmes pour les jeunes gradués où est-ce qu'ils vont vous payer puis vous former pendant 1 an, 2 ans, puis après vous embaucher.
Je ne vous dirai pas lesquelles, mais il y en a quelques-unes qui font ça. Donc, ajoutez les recruteurs. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne devrait pas être gêné finalement de faire des demandes LinkedIn de connexion. Il y en a plusieurs qui se demandent, ah, je lui ai parlé une seule fois ou j'ai parlé à son collègue, est-ce que ça vaut la peine de faire une demande de connexion? C'est pas le même principe qu'une amitié sur Facebook, de ce que je comprends. Là, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous connecter à tout le monde qui pourrait éventuellement vous donner des ressources qui vous seraient utiles pour le marché du travail. Il y a deux éléments avant de passer à la période de questions qu'on n'a pas encore mentionnés et qui ont un jour été pas mal importantes et peut-être qu'ils sont encore dans la tête de certaines personnes ici aujourd'hui et peut-être qu'elles le sont encore importantes. C'est la discussion qu'on veut avoir aujourd'hui. C'est la fameuse lettre de motivation. Est-ce qu'il y a une différence avec le profil, par exemple, qu'on met sur ce fameux CV dont on a discuté tout à l'heure, et les lettres de recommandation? Est-ce que ça vaut l'effort d'aller chercher des lettres de recommandation? Est-ce que ça dépend des emplois? C'est la discussion que j'aimerais avoir avec vous deux en ce moment. Et qu'est-ce qu'elles devraient contenir, ces lettres de recommandation-là, puis de motivation, si elles sont importantes pour l'emploi? Amanda, est-ce que tu voudrais te lancer sur cette question générale-là? Je pense que c'est là où est-ce que Hélène et moi, on va peut-être avoir une différente perspective. Moi, de mon côté, encore une fois, c'est personnel. Moi, de mon côté, la lettre de motivation, la lettre de présentation, je ne l'ai jamais lue. Je l'ai jamais lu, je m'en suis jamais vraiment servi personnellement. Dans mon réseau de professionnels RH, c'est pas un document non plus qu'on regarde beaucoup, là, bien honnêtement. Puis souvent, ça prend une éternité, de rédiger une belle lettre de motivation. Puis après, on va la personnaliser en fonction de chaque... C'est beaucoup d'efforts pour peu de retour sur investissement, selon moi. Misez plutôt sur la qualité de votre CV, la mise en page de votre CV, la synthétisation de votre CV, la qualité de votre profil, le petit paragraphe auquel on faisait allusion tantôt. Misez sur ça. Donc, misez plus sur de la qualité que de la quantité. Pour moi, la lettre de motivation, à part si vous êtes dans un poste de marketing, de communication ou d'adjointe administrative. Vous voulez démontrer la qualité de votre écriture parce que vous allez écrire des textes. Mais sinon, pour des postes en TI, là, bien honnêtement, moi, je ne regarde pas ça du tout, du tout. Je regarde, par exemple, votre GitHub. Je regarde les projets que vous avez faits. Ce qui peut être intéressant si vous avez été dans des projets de recherche, d'avoir des lettres de recommandations, ça peut peut-être être intéressant. Une façon plus simple aussi, c'est de demander aux gens de vous donner un endorsement sur LinkedIn. C'est plus vite. Puis les professeurs ou collègues risquent de le faire plus rapidement que de devoir écrire une grosse lettre. De toute façon, on va faire les références, donc appeler les gens. Donc, pour moi, personnellement, la lettre de motivation, c'est pas quelque chose que j'ai regardé. J'ai travaillé en agence de recrutement longtemps aussi. Puis j'ai absolument, je regardais pas ça du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est ma position. Je pense qu'on migre vers des mécanismes plus simples. Ouais. Mais est-ce que c'est un désavantage de ne pas en avoir du tout? Dans le fond, est-ce qu'un dossier sans lettre de motivation est d'office exclu ou traité différemment? Dans le sens que sans lettre, est-ce que c'est la même chose qu'avoir une lettre, mais pas trop mettre d'effort sur cette lettre-là, selon toi? Bien, ce que je vous dirais, c'est regarder l'entreprise en tant que telle, puis qu'est-ce qu'elle demande. T'sais, si l'entreprise demande une lettre de motivation, bien, mettez une lettre de motivation parce que c'est dans les critères de sélection. S'il le demande, effectivement, c'est pertinent de le donner. Mais comme je vous dis, de mon expérience, ma vérité n'est pas la vérité de tout le monde. C'est pas quelque chose que moi, personnellement, je considère une grande valeur ajoutée, à part pour des postes où est-ce qu'on veut voir votre qualité d'écriture. Génial. Donc, je comprends. Hélène, tu as fait un petit hochement de tête tout à l'heure.
justement, qui signifiait qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes, les mêmes conclusions. Tu n'arrives pas nécessairement aux mêmes conclusions, finalement, qu'Amanda sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Peut-être que la réalité aussi universitaire est un petit peu différente aussi à ce niveau-là. Bien, au fait, pas si loin. Dans le fond, c'est sûr que si c'est un poste, comme on dit, en marketing ou un poste en communication où est-ce qu'on veut évaluer l'écriture, la lettre est hyper importante. Je pense que je me souviens d'un premier contact que j'ai eu avec Statistique Canada. J'avais 2 étudiants, puis là, ils me demandaient le contexte. OK, bien, lequel des deux penses-tu, me référerais-tu davantage? Tu sais, puis dans mon poste, je ne pouvais pas donner d'informations comme ça. Donc, moi, je parlais de la qualité d'écriture, puis le gestionnaire là-bas, il m'a dit ben, j'en ai rien à cirer de la qualité d'écriture. C'est un mathématicien, statisticien, un data scientist que j'ai besoin. Là. Fait que dans le fond, ce que dit Amanda, c'est super pertinent. Est-ce que la lettre est lue? Tu sais, si on regarde, supposons qu'on prend le système ATS, là, puis on dirait que dans le système ATS, il y a 100 CV. Sur les 100 CV, il y en a peut-être 10 qui sont choisis. Donc, la plupart des systèmes ATS, puis peut-être que je me trompe, peut-être donner un top 10. Puis du top 10, ben là, il y a un choix qui est fait pour avoir les 6 personnes qu'on va avoir en entrevue. Bien, c'est sûr que la lettre ne sera pas lue dans les 100 CV qu'on va recevoir. Ça va être le CV qui va être analysé. Puis peut-être qu'à la fin, quand il reste juste 6 candidats, le pourcentage de lecture de cette lettre-là va être plus élevé. Fait que, tu sais, quand on dit est-ce que la lettre est lue, bien, dans le système ATS ou avant le filtre, non. Mais s'il me reste 3 candidats, peut-être que là, la lettre va être lue pour voir à qui j'ai affaire demain dans la rencontre. Moi, souvent, je propose aux étudiants d'en faire une. Moi, je trouve ça important parce que certaines entreprises trouvent ça important. Fait que moi, je propose aux étudiants d'en faire une. Par contre, le temps qu'on met dessus, si on prend 3 heures sur son CV, on prend 30 minutes pour sa lettre. Fait que l'idée de base, c'est le CV a beaucoup plus d'importance. Ce que j'essaie de faire avec les étudiants, c'est de voir, OK, bien, qu'est-ce que c'est ton pitch, ton elevator pitch? Qu'est-ce que c'est ton profil sur LinkedIn ou la partie profil ou scope, ou je ne me souviens pas comment elle s'appelle, about, bref, en anglais. Qu'est-ce que c'est? Puis est-ce qu'on peut faire quelque chose qui va fusionner un peu dans le sens où on ne va pas recomposer 5 choses différentes, on va composer quelque chose qui va servir autant pour ton pitch, comment tu te vends dans une rencontre de networking, comment tu vas faire ton profil LinkedIn, ton about section, puis qu'est-ce que tu mets dans la lettre. J'essaie un petit peu de fusionner ces 3 choses-là pour ne pas être toujours en train de composer, finalement. Puis j'essaie de voir avec l'étudiant, quand on analyse le poste, j'essaie de voir si, je donne un exemple, supposons que le poste va être vraiment aller chercher les besoins des clients, hein, au niveau de tout ce qu'ils ont besoin, comme un business intelligence, bien, le côté client, puis relations, etc., tout ça, puis aller chercher les besoins, puis les requirements, si vous me parlez dans votre lettre que c'est quoi qu'il faut comme qualité pour faire ça, même si vous ne l'avez jamais fait, puis que vous me dites où est-ce que vous avez développé ces qualités-là, là, ça vous permet d'avoir comme un petit module dans votre CV, une partie de votre CV, votre lettre, où est-ce que vous parlez de la relation client, finalement. Fait que moi, je vois la lettre comme vraiment comme 3 modules. Supposons que je vais chercher 10 offres d'emploi. Je vois, lui, il veut client-facing role, lui, non. Bon, ben dans cette lettre-là, je vais mettre mon petit module client-facing role, puis dans cette lettre-là, non. Donc, c'est un peu jouer avec comme inventer 5 ou 6 parties ou 5 ou 6 modules, puis juste jouer avec les mettre pour, dans le fond, se rendre ça simple. J'essaie de dire ça. Se rendre ça simple pour faire une lettre qui va faire que, si jamais c'était nécessaire, ben elle est pertinente, mais l'utiliser à bon escient dans plusieurs places différentes. Mais probablement d'accord que dans les postes qui sont plus techniques, là, on n'en demande pas. Moi, dans le fond, dans mon travail, je suis comme un peu là pour la faire avec l'étudiant ou l'aider l'étudiant à la voir au cas où que c'est nécessaire. Puis peut-être qu'il y a une distinction entre les grandes entreprises et les startups aussi, où chaque personne est peut-être plus importante proportionnellement au reste de l'entreprise, a peut-être beaucoup de tâches transversales à réaliser, même au niveau marketing, parce que justement, il y a 3, 4, 5 employés. Peut-être qu'à ce moment-là, la lettre de motivation peut être plus importante parce que justement, les gens vont peut-être recevoir moins de CV, peut-être justement vouloir axer ça sur la personnalité de la personne plutôt que sur le background. Je ne sais pas si ça fait écho à ce que vous pensez aussi. Tu sais, dans le fond, moi, je me dis, il y a la CV et la lettre,
ça revient à des documents qui vont nous permettre de soit vous choisir ou vous éliminer. C'est plate, mais vous éliminez dans le processus. Là. Fait que je pense que c'est très drôle ce que je viens de dire. Bon, fait que l'idée de base, c'est de voir, d'utiliser à bon escient. Puis c'est sûr que si, encore tout à l'heure, on parlait, puis si on revient avec Mission Alignment, le fit avec l'entreprise, si on parle d'une startup, puis dans mon CV, tout ce que j'ai ou dans ma lettre, ça veut dire je ne vais pas rester, je ne vais pas rester. Donc, c'est écrit blanc sur noir, là, que ce qui m'intéresse, c'est de faire juste une tâche, je ne suis pas prête à être polyvalent, etc. Bien, c'est sûr qu'on va être éliminé. Fait que là, je pense qu'il y a comme un jeu à faire là-dedans. Mais autant pour le CV que pour la lettre, essayer de voir qu'est-ce que veut l'employeur. Encore la même image que est-ce que je reflète à l'employeur que j'ai compris ses besoins. Autant dans le CV que dans la lettre que dans le profil LinkedIn. Tu sais, on parlait de profil LinkedIn tout à l'heure, mais souvent, les étudiants ils vont faire des CV personnalisés, comme on disait tout à l'heure. Ils vont avoir un CV pour tel type d'emploi, un CV pour un autre, puis un CV pour un autre. Puis quand on va sur le LinkedIn, le LinkedIn est juste fait pour ce type d'emploi-là, donc pas les deux autres. Fait que, tu sais, il y a vraiment cette idée globale-là à regarder. Puis le meilleur conseil, je vous dis, c'est de demander à quelqu'un d'autre de regarder votre profil, votre lettre, votre CV. Souvent, on est tellement proche de nous-mêmes que quelqu'un d'autre va dire « Ah, une minute, là, ici, là, tu dis ça, puis ici, non. » Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça, au moins, on est cohérent dans son branding, si on veut. Oui, Amanda, peut-être, est-ce que tu es pas mal d'accord avec cette idée-là? Puis il y a le côté comme un peu versatilité du profil LinkedIn. Est-ce qu'on devrait changer notre profil LinkedIn, la façon de se présenter à chaque fois qu'on applique sur une job différente? Ou est-ce qu'il doit être très statique comme profil pour plus de cohérence? Non, en fait, c'est ça. LinkedIn, c'est vraiment une plateforme qui fait en sorte que ton profil est statique, là, et générique. C'est le même pour tous. Par contre, quand on va appliquer sur un poste, souvent, on va être, soit qu'on peut faire un easy apply directement avec LinkedIn, donc ça tire les informations, puis ça vient les pousser là, dans l'ATS de l'entreprise, où vous pouvez télécharger directement votre CV sans avoir à prendre les infos de LinkedIn. C'est pas nécessaire d'avoir plusieurs types de CV. C'est vraiment cette pratique-là, je l'ai vraiment plus vue quand on appliquait sur un poste d'expert plus ou de gestionnaire. Honnêtement, c'est pas mal juste le seul scénario qui, selon moi, et il y a vraiment une grosse différence entre les deux CV. Sinon, je pense que de faire attention à son profil LinkedIn, de le mettre à jour aussi. Régulièrement dans la mesure où j'ai fait un nouveau type de projet, j'ai eu une promotion. C'est important de le mettre à jour puis de mettre les informations qui sont pertinentes. Encore une fois, rappelez-vous que c'est un moteur de recherche. Essayez le plus possible de guider le moteur de recherche. Ça va vous donner des meilleures chances. Puis c'est pas mal ça au niveau de mes recommandations, là. Si vous faites des nouvelles formations, que ce soit sur Udemy ou des certifications X, Y, Z, n'oubliez pas de les mettre. Souvent en entrevue, ce qu'on va poser comme question, c'est quoi les derniers articles scientifiques que tu as lus? À quel point est-ce que tu connais le machine learning? Est-ce que tu connais tel processus, etc., etc.? Évidemment, c'est pas moi qui pose ces questions-là, mais mon technical lead, lui, va les poser, ces questions-là. Puis c'est arrivé de voir des candidats dire « Ouais, peut-être que je devrais lire plus d'articles ou faire plus de petites formations. » Fait que ça, je pense que ça peut être une belle façon de faire en sorte que vous ressortez plus du lot. Un profil avec plein de belles certifications, là, moi j'aime ça. Fait que je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'ajouter. Mais c'est pas nécessaire là, d'avoir plusieurs versions de profil. C'est vraiment plus quand vous êtes rendu à un autre niveau, je pense que là, ça peut peut-être porter fruit. Tant mieux, ça va peut-être rassurer certaines d'entre vous qui vous préparez à la foire au stage et emploi qui a lieu dans une semaine. Donc, ça vous fait un peu moins de temps de préparation avec 4-5 CV différents. Génial. Je pense qu'on pourrait ouvrir la discussion aux participantes. Soit vous pouvez poser les questions directement dans le chat, mais je vous invite aussi à lever la main
à partir de maintenant. C'est sûr que là, on va être dans une phase un petit peu plus dynamique pour les 30 dernières minutes qui nous restent. Donc, si vous voulez lever la main pour poser votre question oralement, parce que c'est plus simple, ça vous prend moins de temps, ou vous voulez interagir directement avec nos panélistes aujourd'hui, n'hésitez pas.